Vous savez combien de femmes étaient dans la sélection des étoilés au Michelin 2025 ? 6%, à peine 6%. Et vous savez combien de femmes en France sont des chefs 3 étoiles ? Une seule, c'est Anne-Sophie Pic qui a obtenu sa 3e étoile en 2007. Et d'ailleurs, dans le monde, il n'y a que 7 femmes 3 étoiles. Allez, dernière question. Vous savez combien de femmes ont reçu le titre de meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine ? 2. 2 femmes depuis 1924. 2 femmes en 101 ans. Alors, c'est quoi le problème avec les femmes et la cuisine ? Est-ce qu'elles savent pas cuisiner, ou en tout cas pas assez bien pour la haute gastronomie ? Est-ce que le métier est trop dur ? Est-ce qu'être chef, c'est pas leur place ? Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre histoire ? Une histoire cachée et différente de celle qu'on nous raconte ? Alors, révélation. À la maison, dans la vie de tous les jours, ce sont généralement les femmes qui s'occupent de la cuisine et de la préparation des repas. Selon un rapport de l'Observatoire des inégalités paru en 2025, 68% des femmes indiquent consacrer du temps à la cuisine et ou au ménage tous les jours, contre seulement 43% des hommes. En couple, la situation empire, et cette fois c'est entre 72 et 75% des femmes qui font le ménage et ou la cuisine tous les jours. Chelou un peu la catégorie statistique cuisine et ou ménage. Ils pouvaient pas faire une catégorie que cuisine ou une catégorie que ménage ? En fait, ça montre bien le problème. Dans l'espace de la maison, la cuisine, c'est pas du tout un art prestigieux, c'est une tâche ménagère ingrate comme les autres. Une tâche qu'on réserve à celles qui récurent les chiottes et torchent le cul des gamins, et qu'on range donc avec le ménage, une tâche de femme. Bah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Pourtant, si on y réfléchit, cuisiner à la maison ou pour un resto, dans les grandes lignes, ça reste globalement la même chose. Couper des aliments, les cuire, les mélanger. Sauf que non, le pire des cuisiniers qui sert un gratin surgelé dans son resto sera appelé chef. Là où ta daronne qui fait un festin de Noël pour 25 personnes dans sa cuisine de 10 mètres carrés, même si c'est méga bon, ce sera juste une ménagère. Ouais, le sociologue Pierre Bourdieu avait une phrase assez intéressante sur ça. Les mêmes tâches peuvent être nobles et difficiles quand elles sont réalisées par des hommes, ou insignifiantes et imperceptibles, faciles et futiles quand elles sont accomplies par des femmes. Comme le rappelle la différence qui sépare le cuisinier de la cuisinière, le couturier de la couturière, il suffit que les hommes s'emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu'elles se trouvent par là anoblies et transfigurées. En gros, la cuisine, quand c'est dans un restaurant, ça c'est stylé, donc c'est pour les hommes. Alors que la cuisine à la maison, ça c'est éclaté, donc c'est réservé aux gonzesses, ta daronne, ta mamie, ta meuf. En fait, la différence est même tellement marquée que selon la sociologue Sylvie Montchâtre, dans les cuisines, il y a 80% d'hommes cuisiniers pour seulement 20% de femmes. Alors quoi ? Les femmes, elles savent plus du tout cuisiner quand on leur donne de meilleurs aliments, une cuisine plus grande et du bon matériel ? Elles seraient capables de gérer la charge mentale cumulée d'un boulot et d'un foyer, mais pas celle d'un coup de feu ? Ou alors, il y aurait un autre problème. Un problème qui remonte loin dans l'histoire, et vous allez voir, quand on comprend ce qui s'est passé, en fait, c'est quand même assez fou. Est-ce que vous savez quand les femmes ont pu avoir un CAP cuisine et un diplôme professionnel de cuisinière ? Je sens que tu vas nous le dire et que ça va être super énervant. Les années 80. Les putains d'années 80. C'est super énervant. Ah mais attendez, la raison est encore plus énervante, parce que la raison, c'est juste que des vieux mecs ont tout fait pour que les femmes ne soient jamais chefs dans un restaurant. Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, vous pouvez pas ? En fait, comme l'explique la sociologue Martine Bourrelli, quand les restaurants ont commencé à se multiplier au 19e siècle, dans les cuisines, on trouvait à la fois des hommes et des femmes derrière les fourneaux. Sauf qu'à l'époque, bosser en cuisine, c'était assez mal vu. À quelques exceptions près, être cuisinier, c'était pas un métier de prestige, c'était plutôt un métier de domestique. C'est pas pour rien qu'on parle par exemple de service dans les restaurants. C'est un héritage d'une époque où être cuisinier, c'était avant tout être le serviteur d'un noble ou d'un bourgeois. Et d'ailleurs, à cette époque-là, même si ce que vous cuisiniez était très très bon, ça vous appartenait pas vraiment. Ça appartenait plutôt au noble dont vous étiez le serviteur. Écoutez comment en 1860, l'auteur Auguste Debay parle des cuisiniers dans son ouvrage sobrement intitulé « Hygiène alimentaire, histoire simplifiée de la digestion des aliments et des boissons à l'usage des gens du monde ». En général, il faut ajouter que les cuisiniers suivent toujours la routine des maîtres. Ils inventent très rarement. Lorsque vous lisez dans un livre de cuisine des préparations ou combinaisons nouvelles, c'est presque toujours un gourmet haut placé qui en est l'inventeur. Le chef se borne à exécuter ce qu'on lui a appris. Mais quel connard !
Absolument, mais un connard de son époque. En gros, ce que raconte Auguste de B, c'est qu'au 19e, le cuisinier n'a pas du tout la propriété de sa propre cuisine, car il est en fait lui-même la propriété de la cuisine du riche pour lequel il travaille. Oui, le cuisinier est un ouvrier, donc l'honneur du bon repas qu'il prépare revient au maître de maison, le fameux gourmet haut placé dont parle Auguste de B. Sauf qu'Auguste de B, quand il écrit son Hygiène alimentaire, histoire simplifiée de la digestion des aliments et des boissons à l'usage des gens du monde, il a un sacré train de retard. En fait, ça fait déjà un moment que les cuisiniers sont en train de complètement réinventer leur métier. Exact, après la Révolution française, pas mal de cuisiniers se sont retrouvés au chômage. C'est qu'on avait quand même passé un temps considérable à exproprier et décapiter les aristos, du coup des gourmets haut placés, avec assez d'argent pour embaucher à vie une brigade de cuisine juste pour leur servir à bouffer leur petit repas du soir, il y en avait plus, des masses. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et c'est là, une fois au chômage technique, que tous les ouvriers de la restauration, ils ont commencé à monter leurs petits établissements. Des établissements bien à eux, ouverts à tous ceux qui pouvaient payer, les fameux restaurants. Bon, l'histoire exacte de l'invention du restaurant, elle est un peu plus compliquée que ça. On en reparlera dans un autre épisode, mais vous avez déjà les grandes lignes. On pourrait tout résumer à cette phrase de l'historien Alain Drouard. En un siècle, les cuisiniers sont passés de l'état de domestiques à celui d'artisans propriétaires de leur outil de production. Sauf qu'au 19e, si les cuisiniers se voient maintenant eux-mêmes comme des artisans, dans la société, ils sont quand même toujours victimes de pas mal de mépris. Du coup, pour lutter contre ça, ils commencent à se réunir en corporations professionnelles pour contrôler l'accès à leur métier et valoriser leur savoir-faire. En gros, ils veulent montrer que faire la cuisine, c'est dur, que ça s'apprend pendant des années, que c'est un vrai métier. Et l'un des premiers enjeux devient alors de séparer leur cuisine de professionnels de la cuisine ordinaire, de la cuisine du foyer, de la cuisine des femmes. Écoutez par exemple comment Phileas Gilbert, cuisinier et critique gastronomique, argumente pour l'exclusion des femmes de la profession de restaurateur en 1883. Certains ont dit que la cuisine était l'apanage de la femme. Je l'accorde dans une certaine mesure, car comme il y a fagot et fagot, il y a cuisine et cuisine. Et nous ne sommes pas à contester aux ménagères le pot-au-feu et le ragoût de mouton traditionnel, que la majeure partie des cuisinières s'en tiennent à ça, et ne prétendent pas s'immiscer dans nos travaux, d'abord trop fatigants pour leur complexion de femme, ensuite beaucoup trop étendus pour leurs faibles connaissances et dont elles ne peuvent rendre, quoi qu'elles fassent, qu'une très imparfaite, je dirais même une très mauvaise imitation. On peut difficilement faire plus clair. Au 19e, le dénigrement de la cuisine des ménagères, l'interdiction aux femmes de travailler dans la restauration, tout ça, c'est des stratégies professionnelles nettement identifiées du nouveau métier de cuisinier. C'est par exemple à cette époque-là qu'en parallèle de l'exclusion des femmes va se mettre en place dans les cuisines un nouveau modèle de fonctionnement assez étrange. En fait, pour reviriliser une profession associée à un travail de femme, les corporations de cuisiniers vont se mettre à jouer aux petits militaires. Par exemple, on impose l'uniforme, tout s'organise autour d'une chaîne de commandement et le personnel de cuisine devient une brigade, le service, un coup de feu. Symboliquement, en empruntant au langage et à l'organisation de l'armée, on tranche le lien culturel qui unissait la nourriture à une activité féminine. Désormais, la cuisine est un champ de bataille et chaque service un combat. Cuisiner devient une guerre, une affaire d'hommes. Et comme à la guerre, les femmes n'y ont pas leur place. Sauf que, soyons bien clairs, tout ça, c'est 100% de la merde, c'est 100% artificiel. En réalité, il y a des femmes qui bossent en cuisine depuis très longtemps. Des femmes qui portent des sacs de farine, tranchent, coupent, soulèvent des marmites brûlantes et respirent les fumées comme les autres depuis des siècles. En réalité, les cuisinières professionnelles, elles existent parfaitement. Et ce que font les corporations de cuisiniers du 19e, c'est tout simplement leur interdire d'exercer leur métier. Ceux qu'ils vont d'ailleurs acter très concrètement en 1893 à Paris, lorsqu'au cours d'un congrès de la Chambre syndicale ouvrière, les cuisiniers s'opposeront formellement à l'admission des femmes comme apprenties en cuisine. Et voilà, du jour au lendemain, une femme ne peut plus apprendre le métier de cuisinière. Et ça, c'est hyper vicieux, parce qu'on n'interdit pas aux femmes d'ouvrir des restaurants. Non, on leur interdit d'apprendre à cuisiner dans un restaurant, ce qui va inévitablement faire disparaître toutes les cuisinières en quelques générations. C'est hyper important ça, parce qu'on dit souvent qu'avant, s'il y avait moins de femmes cuisinières, c'est que le métier était trop dur, trop fatigant. Sauf que non, s'il y a eu moins de femmes cuisinières pendant plusieurs décennies, c'est tout simplement parce qu'au 19e, des groupes de mecs ont tout fait pour que les femmes ne puissent pas faire de la cuisine leur métier. Heureusement, certaines d'entre elles arriveront malgré tout à passer entre les mailles du filet, en se formant dans les cuisines des bourgeois. Parce qu'en fait, ce qui avait été décidé en 1893, c'était d'exclure les femmes de ce qui était alors appelé les grandes cuisines. En gros, les restaurants.
Mais les cuisines de particuliers, c'était un peu plus flou, parce que ça restait techniquement une forme de cuisine ménagère, et tout à leur sexisme, les corporations de cuisiniers n'avaient pas interdit la pratique de la cuisine ménagère. C'est qu'ils allaient quand même pas se faire à manger tout seuls une fois rentrés à la maison, les petits bonhommes! Et donc, il y a des femmes qui vont réussir à se former à la cuisine dans des maisons bourgeoises, puis qui vont ouvrir des petits restaurants modestes, où elles vont faire leur cuisine à elles. Une cuisine simple, aux antipodes de la gastronomie française qui se développe à ce moment-là. Au début, elles sont moquées par la profession, les cuisiniers les surnomment les cuisinettes, et même leurs clients peinent à les considérer comme de vrais chefs. En fait, leur cuisine, elle est même tellement perçue comme une cuisine de femmes et donc de ménagères, que rapidement tout le monde se met à les appeler les mères. Le surnom s'installe et bientôt on dit plus, par exemple, je vais manger à l'hôtel du Lion d'Or, mais je vais chez la mère Poularde, en référence à la chef de l'hôtel, Annette Poularde. Heureusement, si ces cuisinières peinent à se détacher de l'image de femme au foyer qu'on leur a collée, leur cuisine, elle, se fait remarquer. En quelques décennies, les meilleures adresses de mères cuisinières deviennent incontournables. On en parle à l'étranger, les célébrités, les politiciens s'y pressent, et dans certaines villes comme Lyon, elles s'imposent même comme de véritables institutions gastronomiques. En 1933, deux mères cuisinières, la mère Bourgeois et la mère Brasier, seront d'ailleurs les deux premières femmes triplement étoilées par le guide Michelin. Plus largement, le style culinaire des mères influencera de manière colossale la gastronomie française en redonnant ses lettres de noblesse à des recettes populaires et à la cuisine de terroir. D'ailleurs, de grands chefs comme Paul Bocuse ou Bernard Pacot feront leurs armes dans les cuisines des mères lyonnaises et ils en perpétueront l'héritage qui existe encore très fortement aujourd'hui. La mère Brasier, qui avait donc 2 restaurants, 2 fois 3 étoiles, comme Bucasse, au Col de la Luère et à Lyon. Oui. Ah, mais c'était une femme formidable, la mère Brasier. C'était une femme de perfection. Moi, j'ai travaillé chez mère Brasier. Et là, on apprenait tout, à traire les vaches, à tuer le cochon. C'était un très bon apprentissage. Hélas, le sexisme des corporations de cuisiniers installera avec lui une culture machiste et toxique que le succès des mères cuisinières ne parviendra pas à effacer. Comme on l'a dit tout à l'heure, en cuisine depuis le 19e, on joue à l'armée. Et comme à l'armée, les humiliations et sévices corporels sont monnaie courante. Ainsi, une enquête menée en 2020 en France par 4 psychologues du travail auprès d'apprentis de cuisine montre des résultats tout simplement effrayants. 24% des jeunes apprentis déclarent avoir été humiliés devant leur brigade, 13% déclarent avoir reçu des coups de pied, des coups de poing ou des gifles de la part d'un supérieur ou d'un collègue. 4% ont même été brûlés volontairement. Des chiffres corroborés par de nombreux témoignages, comme celui de Charles, un jeune chef interrogé par Mediapart en 2020, qui racontait avoir été volontairement brûlé au visage à l'aide d'une cuillère chauffée à blanc quand il était apprenti. Autre témoignage, celui du célèbre chef Éloi Spinier, qui avait raconté en 2025 les violences extrêmes subies pendant ses années de formation. J'ai vu des pots de foie gras traverser la cuisine, j'ai vu des mecs se prendre des coups de poing, des coups de pied. La première fois que ça t'arrive, tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est jeune, c'est la normalité, tout le monde dit ça. Moi, je suis resté, au bout d'1 heure, je suis allé vomir pendant ma première expérience en cuisine. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. De stress? Ouais, d'anxiété en fait. En cuisine, les violences sont donc systématiques et n'épargnent personne. Il y a dans les restaurants ce que le sociologue Christophe Dejour appelle une culture à créer de la violence sur le lieu de travail. Malheureusement, ce climat extrême n'épargne pas les femmes, bien au contraire. Si elles subissent exactement les mêmes violences physiques que les hommes, elles sont en plus exposées à une autre catégorie de violences, les violences sexistes et sexuelles. Ils venaient, ils nous parlaient face à face, et en fait, sur leur tablier, ils avaient leur pénis à l'air. Et c'était un jeu, et ça faisait rire tous les garçons. Alors nous, on leur parlait, on comprenait pas. En fait, ils avaient leur pénis à l'air. Je faisais un stage dans un étoilé, et on m'a dit « Mais ta place, c'est pas ici ». J'avais un chef de partie, il disait « Mais ta place, c'est pas ici. Ta place, c'est entre mes jambes dans un lit ». Voilà. Je me rappelle vraiment cette scène qui m'a marquée parce que on était au repas du personnel, on était une bonne vingtaine. Tous ensemble à manger. Le repas du personnel, c'est la pause, donc c'est un moment de répit pour nous. Et je détache mes cheveux et le chef exécutif me dit « Oh là là, Götlé, qu'est-ce que t'es moche ?» Bon, moi je réponds comme toujours ce qu'on répond, « Oui, chef ». Dès que je faisais une bêtise ou dès que je faisais pas ce qu'il attendait de moi, il me mettait des coups de pied en dessous le passe pour pas que les clients le voient, mais... Donc j'étais apeurée, je tremblais, il me mettait des grands coups de latte en me disant « Arrête de trembler, connasse !» Pareil, sur le ton de l'humour, je mets une main au cul, c'est cool, c'est pour rigoler, et puis estime-toi heureuse, parce que si je le fais, c'est parce que t'es bonne, quoi. Voilà, c'est horrible, et encore, on n'a pas mis tous les témoignages de l'enfer qu'on a trouvé en préparant l'émission, sinon, en fait, c'est simple, on en aurait eu pour des heures.
Mais vous avez l'idée, en cuisine, les femmes sont perpétuellement agressées, que ce soit verbalement ou physiquement, et elles doivent travailler en permanence en gérant des comportements qui vont du harcèlement sexuel à l'agression sexuelle, voire au viol. Et gare à celles qui oseraient prendre la parole. Comme l'expliquait au Monde la chef marseillaise Laetitia Wyss en 2020, tout le monde ferme les yeux et tout le monde a peur. Il y a des menaces extrêmement violentes. On te dit par exemple que si tu ouvres ta gueule, tu ne retravailleras plus jamais nulle part. Donc tout le monde participe à ce système. On sait qu'une main au cul c'est interdit, mais c'est tellement banal et ça ne choque absolument personne. À partir du moment où tu es en cuisine, tu as choisi, tu subis, tu fermes ta gueule et tu acceptes. Évidemment, cette violence permanente décourage vite de nombreuses femmes de continuer la cuisine. Et on les comprend. Qui aurait envie de travailler dans un environnement où tu risques d'être frappé, humilié et agressé sexuellement ? C'est important ça, parce que pendant des décennies, on a prétendu que si les femmes étaient si peu nombreuses en cuisine, c'était en raison de la pénibilité physique du travail. Ouais, les gestes étaient trop durs, les marmites étaient trop lourdes. Sauf qu'en réalité, les métiers physiques, les femmes, elles en font plein. Par exemple, les aides-soignantes qui transfèrent seules des personnes de 80 kg d'un fauteuil à un lit. Les blanchisseuses qui trimballent toute la journée des sacs de linge humides de 20 kilos. Les employés de rayon et les caissières qui portent toute la journée des charges dont le chiffre cumulé atteint parfois plusieurs tonnes. Clairement, en comparaison, la cuisine, c'est pas plus dur, en tout cas physiquement. Non, la seule chose qui change en cuisine, c'est le climat de violence sexiste et sexuelle permanent auquel les femmes sont exposées. Un climat qui dégoûte jusqu'aux cuisinières les plus motivées et qui pousse même souvent l'entourage à décourager les jeunes femmes de commencer une carrière en cuisine. C'est tellement banalisé en cuisine que pour moi, ça me semble même pas choquant en fait. Je veux dire, moi, mes parents voulaient pas que je fasse cuisine justement parce qu'ils étaient un peu au courant de ce qui se passait, ils avaient peur pour moi. Une fois qu'on a tout ça en tête, c'est plutôt facile de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes qui deviennent cuisinières professionnelles. L'environnement, en fait, il est si profondément sexiste, si profondément violent, qu'il est presque impossible pour une femme d'y résister assez longtemps pour y construire une carrière. Mais pourtant, envers et contre tout, certaines ne lâchent pas l'affaire. Elles s'accrochent, serrent les dents et réussissent même à grimper les échelons jusqu'à devenir parfois sous-chef, voire chef de cuisine. Seulement, ce sont toujours des femmes. Et si elles ont le malheur de vouloir des enfants, un problème se pose rapidement. À un moment, les contraintes de notre métier, les 2 services qu'on fait par jour, font qu'à un moment, les femmes qui décident d'avoir les enfants, elles se trouvent confrontées à leur vie de famille et leur vie professionnelle. Et on n'a pas de structure aujourd'hui en France qui permette de s'occuper des enfants le matin, l'après-midi et le soir. Et oui, dans nos sociétés si modernes, si les femmes travaillent autant que les hommes, c'est quand même toujours à elles que revient la majorité de la charge parentale. Une étude de la DARES de 2017 montre par exemple que moins d'un père sur 2 garde seul son enfant plus d'1 heure par semaine. Là où les mères consacrent entre 70 et 80% de leur temps disponible à la garde d'enfants. Une disparité qui se fait d'autant plus sentir dans un métier aux horaires atypiques comme celui de cuisinière et qui demanderait clairement que le conjoint assume la majorité de la charge parentale pour favoriser la carrière de sa compagne. Il y a énormément de filles qui se présentent, ou même dans les écoles et tout, qui ont énormément de talent. Et quand elles entament une vie professionnelle, après, il leur est difficile d'imposer à leur mec, de leur dire voilà, maintenant c'est toi qui vas t'occuper de la maison, moi je vais poursuivre ma carrière. Et pour celles qui réussissent par miracle à trouver un équilibre vie de famille, vie professionnelle, tout en surmontant le sexisme et les violences, les problèmes ne sont toujours pas finis. Et non, parce qu'elles auront beau ouvrir leur resto et travailler dur, elles seront toujours confrontées à la misogynie crasse d'un milieu qui refusera obstinément de reconnaître la qualité de leur cuisine. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à la chef Anne-Sophie Pic. En 2001, elle a été recalée par l'Association des maîtres cuisiniers de France. Sans doute n'était-elle pas assez compétente, elle qui gérait à l'époque un restaurant doublement étoilé et qui allait devenir la seule femme triplement étoilée de France à peine 5 ans plus tard. Sans doute aussi que le refus de sa candidature n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec la haine des femmes développée au sein de l'Association des maîtres cuisiniers de France. Une association qui était tout simplement interdite aux femmes jusqu'en 1997. Voilà, quand on a tout ça en tête, je trouve qu'on comprend quand même beaucoup mieux pourquoi il y a si peu de femmes étoilées au Michelin, qu'on comprend mieux aussi pourquoi si peu de femmes gagnent le concours de meilleur ouvrier de France, et plus simplement qu'on comprend mieux pourquoi si peu de femmes ouvrent leur propre restaurant. En fait, c'est pas que le métier de cuisinière est trop dur, ni que les cuisinières manquent de génie créatif ou de talent en comparaison à leurs homologues masculins. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Le monde de la cuisine, il est rongé par le sexisme.
Un sexisme qui trouve ses origines dans les stratégies professionnelles de corporations ouvrières du 19e siècle et qui a installé un climat d'extrême violence derrière les fourneaux qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Une violence qui touche certes beaucoup plus les femmes, mais qui, soyons honnêtes, est aussi horrible à vivre pour tout le monde. Bah oui, ça rend le milieu de la restauration globalement invivable. Au point qu'aujourd'hui, le métier de cuisinier est considéré comme un métier en tension, avec un taux de difficulté à recruter de plus de 60% selon France Travail. Heureusement, comme les mères lyonnaises à leur époque, de nombreuses femmes refusent de se laisser définir par la violence des hommes et tracent leur propre voie. Que ce soit de grandes chefs étoilées comme Dominique Crène, Georgia Viou, Hélène Darroze ou Anne-Sophie Pic, ou de jeunes chefs engagés comme Laetitia Wyss ou Marion Gotelet. Des femmes qui non seulement brisent le silence sur la violence en cuisine, mais réinventent totalement leur métier. Prouvant à chaque service qu'on peut s'affranchir de la violence et des codes patriarcaux, mais sans rien céder à la créativité, l'exigence et finalement l'excellence. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de notre nouvelle émission consacrée à la bouffe et aux sciences sociales. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode et en attendant, s'il vous plaît, abonnez-vous. Les années 80. Il a fallu attendre les putains d'années 80. C'est qu'ils allaient quand même pas se faire à manger tout seuls une fois rentrés à la maison. Les petits bonhommes avec leurs petites coucouilles. Juste un mot avant que vous partiez. Déjà, merci encore d'avoir regardé. J'espère vraiment que ce nouveau format, il vous a plu. Cette année, j'ai trop envie de faire évoluer la chaîne YouTube, de tester des trucs. Donc, il va y avoir plein de nouvelles émissions assez travaillées comme celle-là. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Mais voilà, un épisode des pieds dans le plat, ça coûte quand même assez cher, faut le dire. On est 4 dessus et on fait ça sans aucune publicité. Donc si jamais vous avez envie d'aider un petit peu à pérenniser la série, on a lancé une petite cagnotte Ulule. Vous avez le lien en description. Et en attendant, je vous dis encore merci pour tout. Merci pour tout le soutien que vous donnez à la chaîne. Et à très vite. Ciao!